L'abeille est le plus remarquable insecte du monde. À cause de son importance et de ses mœurs étranges, l'abeille est, après l'homme, la créature qui a été la plus minutieusement étudiée. Les résultats de ces études ont été publiés dans plus de 30 000 volumes et articles. À l'Institut des sciences Moody, nous avons étudié les abeilles pendant plus de 10 ans. Et pendant tout ce temps-là, nous n'avons fait que d'entrevoir la question. Mais au cours de nos études, nous avons acquis un profond respect pour ce remarquable insecte. L'abeille est une créature sociable et comme telle, elle a les mêmes problèmes que la société humaine. Par exemple, maintenir la ville propre. Quand des milliers de créatures vivent ensemble, il est nécessaire d'avoir des règles sanitaires précises. Sinon, on s'expose au risque de maladies et d'épidémies. Dans la ruche, les patrouilles sanitaires sont en activité constante, faisant disparaître tous les déchets. Chacune des milliers de cellules est nettoyée à fond, et même vernie, après chaque usage. Le résultat de cette surveillance constante est que la ruche est un prodige de propreté. Ce n'est pas tout. Elle a aussi son système de climatisation. Les fluctuations journalières ou saisonnières de température constituent un problème vital. Les larves mourraient si la température de la zone d'incubation descendait à moins de 30 degrés ou montait à plus de 36 degrés. Les antennes, qui sont les organes sensoriels de l'abeille, sont capables de détecter un changement de température d'un quart de degré centigrade. Si la température descend, les abeilles se gorgent de miel et par un rapide processus de leur métabolisme, la transforment en chaleur. La chaleur, irradiée par des milliers de corps, forme une couche d'air chaud. En été, quand la température monte, les abeilles apportent de l'eau et la distribuent dans la ruche. Les vigoureux mouvements de leurs ailes font évaporer l'eau, ce qui fait descendre la température. Remarquez comment se placent les abeilles pour régler le mouvement de l'air. À l'intérieur d'un côté, à l'extérieur de l'autre. Les lois internationales reconnaissent le droit qu'a chaque pays de contrôler le passage de ses frontières. On n'en permet l'entrée qu'à ceux qui remplissent certaines conditions. Il existe une surprenante similitude entre cet usage et celui de la ruche. Des sentinelles surveillent constamment l'entrée. Chaque ruche a une odeur particulière. Et simplement en touchant avec ses antennes l'abeille qui cherche à entrer, la sentinelle sait s'il s'agit d'une de ses citoyennes ou d'une étrangère. Les étrangères sont repoussées énergiquement. Une guêpe s'est délibérément efforcée d'entrer dans la ruche afin de voler du miel. Le ver ne faisait que passer. N'importe, le châtiment aux intrus est le même. Une assiette d'eau sucrée vous permettra d'intéressantes observations sur les capacités de la société apicole. Placez l'assiette dans un endroit tranquille de votre jardin. Elle peut passer inaperçue pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Mais est-elle découverte par une abeille exploratrice qu'aussitôt, quelques minutes après, les autres abeilles se présentent? Comment tant d'abeilles ont-elles pu trouver l'assiette aussi vite? L'exploratrice est-elle revenue à la ruche et les a-t-elle conduites à l'assiette? Non. Bien que cela paraisse incroyable, l'exploratrice leur a simplement dit l'endroit où se trouvait l'aliment. Le monde doit une grande partie de ses connaissances sur le système de communication des abeilles aux profondes observations et à la persévérance du brillant homme de science autrichien, Dr. Karl von Frisch. Le Dr. von Frisch
a fait des milliers d'observations pendant plus de 25 ans, suivant une théorie après l'autre, jusqu'à découvrir finalement le langage des abeilles. Entre autres choses, l'exploratrice révèle aux abeilles le genre de nectar qu'elle a trouvé en leur en donnant tout simplement un échantillon. Elle leur transmet une plus complète information au moyen d'une danse complexe en forme de 8. Le dandinement est une partie importante de la danse. La vigueur qu'il imprime au mouvement de l'abdomen indiquera le contenu de l'aliment en sucre. L'aliment peut être tout juste passable ou bien vraiment très tentant. Quand une exploratrice danse en ligne droite vers le haut de la ruche, cela signifie que l'on peut trouver l'aliment en volant directement dans la direction du soleil. S'il se trouve dans le sens opposé au soleil, elle dansera alors en ligne droite vers le bas. En variant l'angle de la danse, l'exploratrice peut orienter les abeilles dans n'importe quelle direction. 90 degrés à droite du soleil. 40 degrés à gauche du soleil. Mais comment une abeille peut-elle s'orienter par rapport au soleil? Cela signifie-t-il que l'abeille possède une espèce de sextant? C'est bien le cas. À l'intérieur de son œil complexe se trouve un extraordinaire sextant à lumière polarisée. Mais pour trouver l'aliment, l'abeille ne doit pas seulement connaître la direction, mais aussi la distance à laquelle il se trouve. Observez à nouveau la partie centrale de la danse. Le temps employé pendant chaque dandinement, le nombre de sons émis à chaque bourdonnement, indique la distance de la source alimentaire. Cette exploratrice indique aux autres que l'aliment se trouve à un demi-kilomètre. Cette autre qu'il se trouve à une distance de 2,7 km. Mais l'information n'est pas limitée à la distance. Une abeille vole normalement à 24 km à l'heure. Mais sa vitesse moyenne peut varier selon la direction et la vitesse du vent. Elle doit connaître l'effort qu'elle devra fournir pour arriver jusqu'à la source alimentaire. Afin de démontrer que le langage des abeilles fonctionne à la perfection, nous allons placer 3 mangeoires, la première près d'un ruisseau, la deuxième près d'un bois, la troisième près d'une clôture. L'exploratrice qui découvre la première est marquée d'un point. Celle qui découvre la seconde est marquée d'un trait. Et celle qui découvre la troisième d'une croix. En quelques minutes, les exploratrices retournent à la ruche et communiquent rapidement leurs trouvailles aux autres abeilles. Remarquons la façon dont elles reçoivent et interprètent le message. Elles se groupent autour de l'exploratrice en suivant ses mouvements avec leurs antennes. Ces abeilles sont marquées d'un symbole semblable, mais d'une couleur différente à celui de l'exploratrice dont elles reçoivent les instructions. Un moment après, les abeilles ainsi marquées commencent à arriver au mangeoire. Mais seules celles marquées d'un point se dirigeront vers la mangeoire numéro 1. Celles qui sont marquées par des traits viendront uniquement à la mangeoire numéro 2. Et celles qui ont des croix ne viendront qu'à la mangeoire numéro 3. Dans chacun des cas, les abeilles ne se rendent qu'à la mangeoire qu'on leur a indiquée. Nous voyons donc que la danse de l'abeille est une espèce de conférence qui donne aux autres des détails spécifiques et précis du genre de l'aliment, de son contenu en sucre, de la direction à suivre et de la distance à parcourir afin de le retrouver. La quantité de combustible dont se pourvoit l'abeille nous donne une idée de sa confiance en l'exactitude de l'information qu'elle reçoit. On pourrait supposer que l'abeille qui sort de la ruche part avec le réservoir plein de combustible. Il n'en est pas ainsi. Les mesures du contenu stomacal des abeilles qui vont à des endroits prédéterminés révèlent qu'elles ne se chargent que du combustible suffisant pour arriver jusqu'aux fleurs sur lesquelles elles vont butiner. Si elles en emportaient plus, cela diminuerait les réserves de miel de la ruche et réduirait la charge utile qu'elles pourront transporter au retour. C'est un point très sérieux pour l'abeille,
car si elles venaient à manquer de combustible avant d'arriver aux sources de ravitaillement, elles mourraient. Vous avez peut-être vu parfois une abeille se débattant dans l'herbe. Un événement imprévu l'aura obligée à épuiser son combustible. Vous pouvez la toucher et même la placer sur un endroit élevé. Elle ne pourra pas s'envoler. Elle n'a pas suffisamment de combustible pour que les muscles de ses ailes entrent en action. Mais donnez-lui un peu d'eau sucrée ou du miel, et peu de temps après, elle s'envolera. En réalité, la vie des abeilles dépend de l'exactitude de l'information qu'elles ont reçue. Et le système fonctionne très bien. En une seule année, aux États-Unis, on a recueilli 112 millions de kilos de miel. Ceci sans compter près du double de cette quantité que les abeilles emploient pour leur propre consommation. Cela signifie qu'elles butinèrent, transportèrent et fabriquèrent approximativement 680 millions de kilos de nectar, qui converti en miel remplirait 41 millions de caisses et formerait une pile de 13 000 kilomètres de haut. La population de la cité des abeilles varie pendant l'année. Ces 80 000 habitants, en peu de mois, se réduisent à 15 000. Puis rapidement, augmentent à nouveau. Cette fluctuation n'est pas accidentelle. C'est le résultat d'un système extrêmement précis de contrôle de la population. La clé de tout le système, c'est la reine. Quand la ruche a besoin d'une reine, un groupe d'ouvrières appelées nourrices font une sélection de plusieurs larves très jeunes et les alimentent avec une ration abondante de gelée royale. L'une d'elles deviendra reine. Ainsi, littéralement parlant, on n'est pas reine, on le devient. Les cellules de ces larves sont agrandies à cause de leur plus grande taille. Avant même de surgir, la reine récemment formée annonce son arrivée. Son bourdonnement aigu est un signe de défi pour que les autres reines se préparent à la bataille. Les reines se livrent un combat à mort jusqu'à ce que l'une d'elles en sorte victorieuse. La reine victorieuse est une formidable productrice d'œufs et l'on pond plus du double de son poids en un seul jour. Mais ce n'est pas elle qui décide du nombre d'œufs qu'elle doit pondre. Cela, on le décide pour elle. La reine est nourrie et soignée par ses nourrices. Plus elle l'alimente, plus elle pond. Le nombre des œufs qu'elle doit pondre dépend de la quantité de nourriture que les nourrices lui donnent et celles-ci contrôlent ainsi la population. Chaque œuf est déposé dans une cellule. 3 jours après, la larve en sort. La larve ne sort jamais de la cellule qui l'abrite. On lui prépare et on lui apporte toute la nourriture nécessaire à sa croissance. Les nourrices s'en chargent. Pendant les 6 jours suivants, les nourrices effectuent des milliers de visites à chaque cellule. Imaginez cela, des milliers de voyages pour nourrir une seule abeille. Et il peut y avoir des milliers de larves se développant tout en même temps. Et pour chacune d'elles, il faut préparer une alimentation précise, aussi bien en quantité qu'en qualité. Et les rayons, le foyer où grandissent les larves, le dépôt de nectar et de pollen, sont d'une construction merveilleuse. Le matériel employé, la cire, est également fabriqué par les abeilles. Elles consomment alors de grandes quantités de miel. Une fois qu'elles se sont gavées de miel, ces espèces d'ingénieurs se rassemblent sur les lieux de la construction et se suspendent les unes aux autres. Elles peuvent former ces échelles vivantes grâce à de puissants crochets qu'elles possèdent à l'extrémité de chaque patte. Pendant des heures, elles sont ainsi suspendues, les abeilles de la partie supérieure supportant le poids de toutes celles qui sont en dessous.
jusqu'à ce que finalement, après environ 24 heures, de fines paillettes de cire apparaissent sous leur abdomen. L'abeille fait alors passer les paillettes dans sa bouche, où elle les pétrit, elle les repétrit, en les mélangeant avec un liquide mousseux. Et le résultat final, c'est la cire. Ce morceau de rayon pèse à peu près 30 grammes. Pour recueillir le nectar nécessaire, l'abeille a dû parcourir environ 30 000 kilomètres. Il lui a fallu plus de 100 000 heures pour le transformer en miel et en cire, mis à part les 18 000 heures employées à fabriquer la cire pour le rayon. Et tout ceci selon un programme précis. Car il faut ensuite tirer un profit maximum d'un matériel aussi coûteux. Si l'abeille construisait une seule cellule, le cylindre serait la forme idéale. Cela conviendrait à l'abeille, puisque pour un volume maximum, elle emploierait un minimum de matériel. Mais si l'on réunit ensemble toutes ces cellules, les avantages disparaissent. L'espace perdu entre chaque cellule est trop grand. Et ce qui est encore plus important, c'est que les bords d'une cellule n'entrent pas en contact avec les bords de la cellule adjacente. Le pentagone pourrait raisonnablement convenir, mais il n'y a aucune possibilité pour que les pentagones puissent avoir tous leurs côtés en commun. Le contact des côtés n'est possible que sous 3 sections transversales, le triangle, le carré et l'hexagone. Utilisant le triangle, on obtiendrait un petit espace utile tout en employant beaucoup de matériel. Le carré paraît mieux convenir, mais n'est pas parfait. L'hexagone est incontestablement la forme idéale, et c'est naturellement celle qu'emploient les abeilles. Il fournit le plus grand volume possible avec le minimum de matériel, et il est aussi beaucoup plus résistant. On a employé ce type de construction pour édifier le plus grand silo du monde. Pour la construction des avions supersoniques, on emploie également le principe des rayons à miel. Entre les lames métalliques, on emploie une âme en forme de rayon qui donne une résistance maximum avec un minimum de poids. La science moderne, malgré ses rapides machines à calculer et ses formules mathématiques complexes, n'a pas trouvé mieux que le rayon des abeilles. C'est la structure idéale. L'abeille est extraordinairement habile dans les choses techniques et mécaniques. Un département où l'homme est aussi un expert. Mais l'abeille semble réussir en un domaine où l'homme paraît échouer. Dans la société des abeilles, il n'y a pas de problème entre les ouvriers et le patron. Il n'y a pas de grève et l'on ne connaît pas de chômage. Il n'y a ni crime, ni délit de la jeunesse, aucune résistance aux autorités. Personne ne doute de l'efficacité de la société apicole. Il faut pourtant constater que cette remarquable société ne connaît pas la pitié. Le chômage n'existe pas parce que les abeilles exercent un contrôle absolu sur la natalité qui dépend des conditions économiques. Penser à la retraite ou aux services médicaux n'est point nécessaire, car la loi de la ruche exige que les abeilles se tuent littéralement au travail pendant les quelques 5 ou 6 brèves semaines de leur existence, quoiqu'elles puissent vivre des années. Si la reine ne pond pas la quantité d'œufs voulus, elle est piquée à mort. Quand est terminée l'époque des accouplements, les faux bourdons sont rapidement supprimés. Dans la ruche, l'individu n'est rien. L'État est souverain. Ce système fonctionne chez l'abeille parce qu'elle suit des règles de conduite spécifiques fort bien délimitées. Et elle n'enfreint jamais ces règles, grâce à ce que dans le temps, on avait l'habitude d'appeler l'instinct. Beaucoup proposent que l'homme adopte une structure sociale identique à celle des abeilles. Ils se rendent pourtant compte qu'ils proposent quelque chose de très cruel, une société inhumaine. Ils se rendent compte aussi que l'homme n'a jamais été par son instinct lié à des règles de conduite. Ils proposent alors de remplacer l'instinct par la force. Aucun être conscient ne peut approuver une telle théorie.
sauf si l'on a décidé d'accepter les thèses du matérialisme athée. Certains affirment que l'homme n'est qu'un animal hautement développé, qui diffère des autres animaux non par sa nature, mais par son degré de développement. D'autres disent qu'il n'existe aucune définition absolue du bien ou du mal, que les règles que nous avons établies sont beaucoup trop artificielles, illusoires et impraticables. En d'autres mots, l'on présume qu'il n'existe aucune règle qui puisse satisfaire les besoins spécifiques de l'homme, et que l'homme est libre d'établir ses propres lois en les copiant sur le comportement des animaux. Mais est-il vrai que l'homme a été livré à lui-même sans aucune règle de conduite? L'histoire indique clairement que toute société civilisée est fondée sur certains principes éthiques et moraux contenus dans les 10 commandements. De nos jours, beaucoup se mettent à rire quand on leur parle des 10 commandements. Ils pensent que la mode en est passée et qu'ils ne peuvent plus avoir cours dans la société moderne. Mais est-ce vrai? Depuis quand n'avez-vous pas lu les 10 commandements? Ils nous disent des choses comme tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Trouvez-vous quelque chose de mal dans ces règles de conduite? Imaginez-vous ce qui se passerait si les hommes suivaient automatiquement et irrévocablement toutes ces règles. Il n'y aurait ni guerre, ni crime, ni problème de race, ni pauvreté. On pourrait congédier l'armée et la police, et il n'y aurait plus de serrure aux portes. L'homme pourrait diriger tous ses efforts vers des choses plus positives. Non, il n'y a rien de mal dans ces règles. Tout est parfait. La difficulté réside dans le fait que l'homme n'a jamais suivi ces règles. En fait, il est évident que l'on peut en arriver à la conclusion que l'homme, livré à lui-même, est moralement incapable de suivre ces règles. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui ne joue pas. Est-ce accident ou imprévision? Si un insecte a pu être obligé de suivre des lois, un Dieu omnipotent aurait aussi pu obliger l'homme à suivre sa loi. Mais si nous regardons autour de nous, nous constatons que l'homme ne suit aucune loi, et surtout pas celle-ci. Mais pensez-y un instant. Si Dieu avait contraint l'homme à suivre instinctivement des règles de conduite établies, il l'aurait privé de ce qui fait de lui un homme. Il l'aurait privé de sa liberté, de sa capacité de choisir. Au lieu de lui imposer une contrainte, Dieu a donné à l'homme quelque chose d'infiniment plus merveilleux. Il s'offre lui-même à rentrer en contact avec l'homme par une douce, personnelle et vitale relation d'amour. La possibilité d'une telle relation marque la différence fondamentale qui existe entre l'homme et les animaux. L'étude de la conduite des animaux n'a jamais donné la moindre évidence qu'aucun d'eux ait conscience de Dieu. D'autre part, l'homme a été déclaré comme un être essentiellement religieux. Cette soif insatiable de l'homme de connaître Dieu est universelle. Dans certaines parties du monde, cette soif de Dieu a été brutalement réprimée. Ailleurs, les hommes essaient de l'ignorer. Ailleurs encore, elle est tellement déformée qu'il est presque impossible de la reconnaître. Mais ce besoin fondamental du cœur humain est universel. Dans une relation vitale avec Dieu, l'homme se sent incomplet, troublé et peu sûr de lui. Dieu n'assure aucun succès ni bonheur à l'homme en dehors de cette relation personnelle avec lui. Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive séparé de lui. La Bible, la parole de Dieu, explique d'une façon claire et concise comment cette relation avec Dieu peut être établie. La première condition, c'est de reconnaître que nous ne pouvons pas mettre en pratique les 10 commandements, que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'aide. La suivante, c'est un acte de foi.
c'est de recevoir cette relation avec Dieu comme un don gratuit. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la solution de Dieu au problème de la condition humaine. Il attaque le problème à la base, pas dans le groupe, mais chez l'individu. Cette relation avec Dieu sera-t-elle capable de résoudre les problèmes du monde? Il peut d'abord résoudre les problèmes de cette partie du monde dont vous êtes directement responsable, votre propre vie. Et de là, elle peut s'étendre à d'autres par vous qui serez un témoignage vivant de la puissance de Dieu qui transforme les vies humaines.